le 13h de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la visite de la première dame à l'hôpital mère-enfant de Bingéville, dans la région sud. Dominique Ouattara était accompagnée de Mariela Enoch, la présidente de l'hôpital pédiatrique de l'Enfant Jésus de Rome. Objectif, constater le plateau technique de l'hôpital mère-enfant de Bingéville. Toujours en Côte d'Ivoire, une enveloppe de 72 millions de francs CFA pour soutenir 288 jeunes de la région du Poro dans le Nord. Une initiative du Fonds d'appui au secteur informel. Cérémonie en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Enfin, 4 morts et 300 personnes évacuées en Nouvelle-Zélande après le passage du cyclone Gabriel. En Côte d'Ivoire, donc, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Des travaux et échanges en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, la première dame soucieuse de la santé et du bien-être des populations. Après l'hôpital Joseph Moscati de Yamoussoukro dans la région centre, Dominique Ouattara a visité hier l'hôpital mère-enfant de Bingéville dans la région sud. La première dame de Côte d'Ivoire était accompagnée de Mariela Enoch, la présidente de l'hôpital pédiatrique de l'Enfant Jésus de Rome. Pour en parler, Viviane Haïma. Après l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati à Yamoussoukro qu'elle a visité lundi en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican à Rome, Mariela Enoch, a effectué ce mardi une visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire. La visite s'est déroulée sous la conduite du directeur général de l'hôpital. L'hôte de la première dame, Mariela Enoch, a pu découvrir les différents services de soins hospitaliers, l'appareillage technique, sanitaire, l'hygiène des locaux, les conditions de travail du personnel soignant, les conditions d'accueil des patients. Une visite complète, la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican n'a pas pu s'empêcher d'exprimer son admiration. J'ai une grande connaissance des hôpitaux en Afrique, mais un hôpital similaire, je ne l'ai jamais rencontré. L'hôpital mère-enfant, c'est vraiment un grand espoir. Donc, elle espère bien qu'il peut devenir l'hôpital Bambino Gesù en Afrique. Et que ce soit l'exemple que c'est un hôpital qui peut aussi s'offrir à qui a la possibilité de venir, qui a les moyens, mais aussi aux plus pauvres et aux indigents. Donc, c'est un hôpital très très beau avec de grands fonctionnements, de grands professionnels. Et donc, elle espère qu'en tout cas, elle peut aussi aller au-delà en offrant aussi des recherches. Une séance de travail à l'issue de la visite et au cours de laquelle la présidente de l'hôpital pédiatrique Enfant Jésus du Vatican a émis le souhait d'une coopération entre les deux hôpitaux concernant en particulier certaines thérapies. À partir donc des interventions de Mme Enoch, je pense qu'il y a aussi des possibilités de faire de la formation sur certaines questions pointues. Ça permettra donc non seulement d'amener peut-être des éléments de chez nous, chez vous, mais ils auront quand même un cadre d'exercice ici à HME pour pouvoir vraiment mettre en pratique certaines pratiques importantes. Notamment, j'ai vu ici aujourd'hui l'oncologie pédiatrique qui est vraiment un centre de référence ici, parce que j'ai vu ce qui se passe à Treichville et dans nos hôpitaux, mais ici, j'ai vu qu'ici, on peut vraiment peut-être travailler, aller plus loin que ce qu'on fait donc, dans nos hôpitaux. Également, on va regarder avec elle la possibilité d'avoir donc certains médicaments et intrants stratégiques qui peuvent être difficiles à trouver et qui sont nécessaires pour prendre la prise en charge dans nos hôpitaux, y compris HME. Ça, c'est des choses que nous allons pouvoir regarder. Mais vraiment, je me fais partie prenante donc, de ce qui va être discuté ici. Merci beaucoup. Pour voir comment on peut vraiment profiter de votre passage pour améliorer encore et encore plus ce qui s'est fait ici et qui est déjà très, très, très bien. La visite a pris fin par un échange de présents.
Autre actualité, la Côte d'Ivoire aux côtés de la Turquie après les tremblements de terre survenus dans ce pays le 6 février dernier. Le Premier ministre Patrick Hachi, au nom du président de la République Alassane Ouattara, s'est rendu hier à l'ambassade de la Turquie dans la commune du Plateau pour signer le livre de condoléances ouvert par cette représentation diplomatique. Les précisions dans ce reportage de Franck Quadio. La Côte d'Ivoire solidaire de la Turquie, frappée par un séisme qui, depuis les premières secousses, le 6 février dernier, a fait plus d'une trentaine de milliers de victimes, couplée avec la Syrie. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le chef du gouvernement Patrick Hachi a exprimé à l'ambassadeur turc Yonca Gunduz Ocheri la compassion de l'État du Côte d'Ivoire dans ces moments d'épreuve et de drame humanitaire. Action symbolique portée par la signature du livre de condoléances ouvert à l'ambassade de Turquie à Abidjan. Dès les premières heures de l'événement, son Excellence Monsieur le Président de la République a transmis un message déjà au président Erdogan. Aujourd'hui, nous venons physiquement signer le livre de condoléances et à traduire verbalement à Madame l'ambassadeur les sentiments, comme je l'ai dit, de tristesse, les sentiments de condoléances, les sentiments de compassion, leur dire que tout le pays, depuis le président de la République et la population, se tiennent à leur côté dans ces moments difficiles qu'ils traversent pour traduire la fraternité qui nous lie, la solidarité qui doit continuer à travers les prières que nous formulons, bien sûr, pour les familles endeuillées. Élan mondial de prière dans lequel s'inscrit la Côte d'Ivoire, le nombre de victimes est porté aujourd'hui à plus de 35 000 personnes. Mbengue, dans la région nord du pays, 72 millions de francs CFA décaissés il y a quelques jours pour soutenir les activités génératrices de revenus de 288 jeunes dans le cadre du FACI, le fonds d'appui au secteur informel. Cérémonie en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Le point, Ami Sissoko. 288 jeunes du département de Mbengue, dans le Poro, viennent de recevoir un appui de 250 000 francs CFA non remboursables chacun, soit un total de 72 millions de francs CFA. Président de la cérémonie, c'est le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, accompagné du député maire de Mbengue, Ali Kader Koulibaly, qui a procédé à la remise symbolique des chèques aux bénéficiaires. Ces montants permettront à ces jeunes sélectionnés à la suite d'une présentation de dossiers d'entreprendre ou de renforcer leurs activités en vue de développer leur autonomie financière. Je vends les articles divers dans une boutique. Je ne m'attendais pas à recevoir pareille somme. Je suis très content. Je remercie le président de la République, le président Alassane Ouattara. Je suis un vendeur d'habits prêts à apporter. Grâce à ce fonds de 250 000, ça va me permettre de rehausser mon commerce. Ce fonds d'appui au secteur informel, FASI, vise aussi à renforcer la résilience des populations des zones nord. Ce projet s'inscrit dans le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire, mis en place par le gouvernement. Une solution aux défis sécuritaires rencontrés dans ces zones. Nos équipes effectueront des visites dans les différentes localités pour voir quelle utilisation a été faite de ces ressources. Ce programme est la traduction de la Côte d'Ivoire solidaire, si chère au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, est mise en œuvre par le Premier ministre Patrick Hachi. Utiliser ces fonds à bon escient, mais à l'ensemble de la population. Les forces de l'ordre doivent être vos alliés. L'administration du territoire doit être votre allié. En 2022, le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord, mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, a permis de prendre en charge 21 542 jeunes dans 6 régions cibles, à savoir Bagoué, Bunkani, Folon, Kabadougou, Poro et Tchologo.
Le forum des stages, un cadre d'échange entre les entreprises et les étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. La 9e édition du forum des stages s'est déroulée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des milliers de jeunes diplômés, une cinquantaine d'entreprises, des conférences, des ateliers, des séances d'information. Voici les ingrédients de la 9e édition du Forum des stages qui se tient à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'objectif est clair, offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. C'est pour appuyer vraiment notre plaisir aujourd'hui de vous recevoir à cette édition toute particulière, parce qu'elle s'inscrit totalement dans la vision de la République de la Côte d'Ivoire, de faire de la jeunesse, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Dans le courant du mois de juin 2022, nous avons signé 2 conventions. Une convention avec l'Agence Emploi Jeunes et nous avons signé également une convention plus large avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, dont le but justement est de favoriser l'insertion des jeunes peu qualifiés à travers de l'expérimentation sur notre parcelle expérimentale, mais également des jeunes étudiants à travers le guichet emploi jeune qui se trouve ici à l'INPHB, dont l'objectif a été tourné vers l'entrepreneuriat, puisque c'est une des thématiques importantes sur lesquelles l'école essaie également de se développer. Des stands érigés pour recevoir les jeunes. Ils sont venus des grandes écoles et universités du pays. Ça permet aux étudiants qui sont déjà ici de rentrer en contact permanent avec les entreprises. Vu qu'actuellement on n'a pas encore fini le cours, donc on ne peut pas tellement se rendre à Abidjan pour les stages. Donc déjà faire les entretiens ici, c'est une bonne chose. L'initiative du Forum des stages est à mettre à l'actif du cabinet Empower Talent and Careers. Il remettra le couvert en 2024 pour la 10e édition. Toujours en Côte d'Ivoire, les producteurs de coton et d'anacarde instruits sur les techniques de récolte et post-récolte. Il s'agit pour le Conseil du coton et de l'anacarde de préserver la qualité de la cueillette. Cette campagne de sensibilisation concerne 12 zones de production. Les explications détaillées de Soro Corona de RTI Bouaké. Les producteurs constituent le premier maillon de la chaîne de production de qualité de la noix de cajou. Mais en dépit de nombreuses formations sur les techniques de récolte et post-récolte, la qualité de l'anacarde ivoirien est peu appréciée. Cette qualité fait perdre aux producteurs et à la Côte d'Ivoire plusieurs millions de francs CFA. Si c'est à $500, ils vont faire à $400 pour un KOR qui baisse. Et quand tu prends toute la production de la Côte d'Ivoire, c'est des sommes énormes que les producteurs perdent, que la Côte d'Ivoire perd lorsqu'on ne respecte pas la qualité. Pour une meilleure qualité de l'anacarde, le Conseil du coton et de l'anacarde a sillonné 12 régions de production. Un seul message véhiculé dans les régions de Gbeke, Ambol, Kabadougou et Bagoué, celui du respect des techniques de récolte et post-récolte. Quand l'anacarde est arrivé à maturité, il tombe de lui-même. Ne pas remuer les arbres, ne pas monter cueillir. Et chaque 2 jours, il faut passer sur la parcelle, ramasser tous les fruits tombés. Il faut séparer immédiatement avec une ficelle. La ficelle permet de faire une coupe franche. Il n'y a pas de morceau de chair de la pomme qui va rester sur la noix. Il faut faire déjà un pré-séchage au champ, sur une clé. Et j'arrive au village où j'ai une deuxième clé. J'étale les noix et là, je les sèche pendant 3 à 7 jours en fonction du soleil. Cette tournée nationale a permis aux différentes délégations du Conseil du coton et de l'anacarde de dresser le bilan de la campagne au titre de l'année 2022. Le prix plancher minimum était à 305 francs. On a atteint des niveaux de 400 voire 450 par moment. Surtout, le pic a été atteint au mois d'avril. Donc la campagne s'est vraiment très bien passée au niveau du respect des prix. Pour 2023, de nouvelles dispositions sont arrêtées pour mettre fin au phénomène de la fuite des productions vers les pays limitrophes. Le prix d'1 kg de l'anacarde bien séché, bien trié est fixé à 315 francs CFA cette année contre 305 francs l'année dernière. Pour la campagne 2023, une prévision de 1 200 000 tonnes est attendue.
Un séminaire dans la commune de Cocody pour renforcer les capacités techniques, managériales et entrepreneuriales des fêtières de la filière vivrière. Les travaux ont été organisés récemment par l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Patricia Kwaku et Jean Djadji. 70 fêtières de la filière vivrière en Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités. Les membres de ces coopératives et associations sont formés sur les techniques de management et d'entrepreneuriat. Ces producteurs et commerçants de vivriers apprennent les rudiments de la gestion de leurs activités génératrices de revenus. Une initiative de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV. Cette séance de formation vise aussi à valoriser et promouvoir les cultures du riz, du maïs, du manioc et autres produits vivriers locaux. Le renforcement des capacités et des compétences occupe une place de choix dans les programmes gouvernementaux. En effet, pour être professionnel, il faut avoir acquis des connaissances et aptitudes spécifiques en lien avec le corps de métier. Et l'acquisition de ces connaissances et aptitudes passe par la formation, et puis cette formation, qu'elle soit initiale, continue ou fonctionnelle. On a été éclairé dans cette formation. Je savais que j'avais l'esprit coopératif, mais avec cette formation, il y a des trucs que j'ignorais. Si j'arrive, je vais mettre en pratique et je vais corriger. Et ce que j'ai appris ici, je vais relayer au sein de ma fêtière. Créé le 27 juillet 1984, l'OCPV modernise et organise la commercialisation des produits vivriers sur le marché. À l'issue de cette politique de renforcement de capacité, les fêtières de la filière vivrière iront expérimenter leurs nouveaux acquis dans leurs différentes localités à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les médias RTI toujours mobilisés contre le coronavirus. Chiffre du coronavirus en Côte d'Ivoire. 14 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 88 078 cas confirmés de coronavirus, 87 201 personnes guéries, 834 décès et 43 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire en Côte d'Ivoire. Direction à présent Séguéla, dans la région nord-ouest du pays. Plus de 200 acteurs du secteur de l'assainissement ont participé récemment à un séminaire organisé par la direction de l'assainissement. Les travaux ont porté sur les techniques de construction de latrines familiales améliorées. Plus de détails dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Latrinisation en milieu rural. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité met à profit ce programme social du gouvernement, incitant les jeunes à la création des micro-entreprises, gage de richesse et de leur autonomie. Pour la réussite de ce pari, les responsables de la direction de l'assainissement rural sillonnent les régions du pays. Ils viennent de passer 4 jours à Séguéla, capitale de la région du Ourodougou. Objectif : renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux de l'assainissement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des 30% de la population rurale qui pratique encore la défécation en plein air. Que ce soit en ville, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les restaurants, dans les maquis, dans les écoles, dans les centres de santé, dans les gares routières, nous avons besoin de toilettes pour assurer l'assainissement amélioré pour nos communautés. Nous n'avons pas la main-d'œuvre formée, professionnalisée. Ce sera encore pour nous une occasion d'entrer de plein pied dans le message de M. le Président de la République qui parle de l'employabilité de la jeunesse. Les jeunes en milieu rural, ça devient de l'emploi pour eux. Ce sont des métiers verts. Plus de 200 acteurs des domaines de l'assainissement issus de toutes les régions du pays ont pris part aux travaux. Les apprenants et leurs formateurs sur le terrain pour les séances pratiques. Ce sont les préfabriqués qu'on utilise pour faire les ouvrages. On a la buse, on a l'interface utilisateur,
et on a la dalle. Nous venons de confectionner une buse, on est sur la confection de la deuxième buse et nous avons confectionné aussi une dalle. La remise de diplômes de participation aux apprenants. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana exhorte les jeunes à s'approprier le programme de latrinisation en milieu rural. Je vous mets donc en mission sur tout le territoire ivoirien afin de répondre efficacement aux besoins des populations en matière d'accès à l'assainissement, car le secteur de l'assainissement reste une niche pour votre autonomisation. Des dons d'équipement à certains participants ont marqué la cérémonie. Un mot à présent sur le lancement des activités de la Fondation Acha. C'était lors d'une cérémonie le 11 février dernier à Yakassé, à Tobrou, dans la région sud du pays. La Fondation Acha soutient les femmes rurales et lutte pour leur autonomisation économique. Les précisions de Ami Diarasouba et Mamadou Kouassi. C'est dans une ambiance festive que les femmes de Yakassa Tobro, dans la région du Lamé, assistent au lancement des activités de la Fondation Acha. Cette fondation œuvre pour l'autonomisation et la réalisation sociale de la femme en milieu rural. Elle entend faire de la santé, de l'alphabétisation et de l'éducation de la femme rurale son cheval de bataille. Selon l'UNESCO, 87% de la population mondiale au-dessus de 15 ans ne sait ni lire ni écrire. Et en Côte d'Ivoire, ce taux est de 43%, dont 2 tiers sont les femmes du milieu rural. Nous avons pour ambition de faire en sorte que les femmes en milieu rural puissent profiter de leur plein épanouissement et puissent être insérées de façon économique dans la société, avoir une autonomie financière économique afin de pouvoir réjaillir donc sur les autres objectifs de développement durable. La Fondation Acha est à féliciter et à encourager. De telles initiatives permettent aux femmes d'apprendre à lire, à écrire et à calculer pour accroître leurs revenus. L'État est là pour vous apporter son soutien et sa caution pour l'épanouissement de ces populations. Ensemble, nous réussirons ce défi. Richard Assamoah, représentant la marraine Florence Hachi, épouse du Premier ministre Patrick Hachi, a encouragé cette initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Pour Mme Florence Hachi, l'autonomisation des femmes de la région de Lamé doit leur permettre de prendre une part active dans le développement économique et social de la région. C'est pourquoi elle s'investit dans la formation des femmes au leadership féminin, à la comptabilité simplifiée, à l'entrepreneuriat féminin et à la vie associative, tout en mettant l'accent sur l'alphabétisation qui demeure pour elle le pont qui permet de traverser la rivière de l'ignorance. La Fondation Acha, qui a vu le jour le 2 décembre dernier, a ambition de lancer son projet pilote avec la formation de 100 femmes sur l'alphabétisation via le mobile. Un tout autre sujet à présent, la célébration hier de la Saint-Valentin 2023. L'occasion pour les couples de s'échanger des présents ou de déclarer leur flamme. Certains le font en musique avec des chansons d'amour. Alors justement, comment les auteurs de ces romances ont-ils été inspirés? Ils sont au micro de Pacom Didi et Franck Quadio. C'est la semaine dédiée à l'amour. Et la musique ivoirienne a toujours été friande de ses histoires à l'eau de rose et autres récits idylliques. Wedi Brigitte, alias Betika, fait partie de ces chanteuses ivoiriennes qui ont choisi de faire de l'amour leur thème de prédilection. Et bien d'autres chansons, dont celle à succès Fakalo. Fakalo, une histoire vécue. Je pensais que c'est à moi seul que je parlais, mais ça a touché tout le monde. Fakalo m'a beaucoup assaché que je chante. Vaut mieux chanter l'amour que la haine. Quand l'amour arrive, de toute façon, la haine se cherche. La haine même a peur de l'amour. L'amour, thème phare des artistes de la Caraïbe,
faiseur de zouk, une vérité de la palisse, confirmée par Thierry Cam, auteur du célèbre titre Océan, de passage à Abidjan. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Il y a toujours une essence d'amour dans une chanson, on va dire zouk, parce que les artistes caraïbéens, les artistes zouk, qui soient guadeloupéens, martiniquais ou haïtiens, aiment parler, aiment chanter l'amour. Et je pense que ça vient aussi de... Nous sommes des afrodescendants, moi mes ancêtres sont africains. Et on sait qu'ici en Afrique, on aime danser, on aime manger, on aime faire l'amour, on aime la vie. Le zouk, aujourd'hui musique universelle dont l'aspect lyrique attire bien d'artistes ivoiriens. Jean-Yves Sebon en fait partie. Je m'inspire de tout ce qu'il y a autour de moi. Ça peut être des faits auxquels j'ai assisté, mais en général, effectivement, la meilleure inspiration nous vient du plus profond de nous. Mademoiselle yo qui parlait, il a fait moins déchiré, musique a fait yo changer, angoisse à moins qui arrive. Donc la fille dont je suis en train de parler, je veux dire l'amour que j'ai pour elle a forcément créé quelque chose dans mon être, dans ma manière de vivre. Ça a forcément chamboulé quelque chose dans ce que je vis. Et donc justement pour manifester cet amour-là, pour extérioriser ce que je ressens pour elle, je chante. Le tard de la société, l'apanage des Zouglous, qui a cependant pu explorer quelques thématiques fleurs bleues avec des titres cultes. Pour ces artistes, chanter l'amour, c'est aussi de l'engagement. Thématique de l'amour agapé et filié, mais aussi de l'amour qui unit deux êtres, le chantre pasteur Adjé dans les années 95 en fait une spécialité. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie. Bénilé, qui aujourd'hui est devenu l'hymne national des couples dans le milieu chrétien, j'ai béni le Seigneur, j'ai mis ce chant sous cette grâce, sous cette communion, et aujourd'hui ce chant-là fait son parcours, et c'est la réalité. Ça veut dire que la source de la véritable bénédiction de l'amour ne peut que venir de Dieu. Des compositions sur l'amour, des chansons qui restent vivaces et qui traversent le temps. Un matin, un enfant m'a appelé vers 6 h du matin. Il dit bonjour, tata Bétika. Il dit bonjour, mon fils. Il dit, je veux te dire merci. Il dit pourquoi? Il dit ta chanson a réconcilié mes parents. Pakalo là, ça fait que mes parents n'écoutent plus les ondits. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience de ce que j'avais chanté. Quelqu'un qui te dit, écoutez, je me souviens bien en telle année, vous avez telle chanson, m'a aidé, ou bien c'est sur telle chanson que j'ai dansé la première fois avec celle qui a fini par devenir mon épouse, ou bien quand je draguais, c'était avec les paroles de telle chanson. C'est ça qui fait plaisir. Artistes chantent de l'amour avec des thématiques souvent en contradiction avec leur vécu personnel, une dure réalité. J'ai une fille. Ouais, j'ai une fille d'un premier mariage et qui s'est soldée par une séparation. Après 25 ans de vie quand même. Mon épouse, justement, petite anecdote, une fois elle me disait que ses proches pensent que chaque nuit, avant de dormir, moi je lui chante une berceuse. Chaque matin, à son réveil, je chante quelque chose. Et je lui ai dit non, que c'est pas parce que je suis un lover, je suis un chanteur de zouk, que ce sera toujours love partout. N'empêche, l'essentiel à retenir, c'est le message. Et oui, la musique adoucit vraiment les mœurs. Comme le dit Gérard Fleury, un monde sans musique, c'est comme un monde sans amour. En image, l'actualité hors de chez nous. En Afrique du Sud, des communautés et activistes mobilisés contre les projets de Total Énergie, entreprise pétrolière française. Un investissement qui pourrait s'élever à 3 milliards de dollars pour des réserves estimées à plus d'1 milliard de barils. Enfin, ce drame survenu en Nouvelle-Zélande, environ 300 personnes ayant trouvé refuge sur des toits d'habitation ont été évacuées par l'armée après le passage il y a quelques jours du cyclone Gabriel. Cette catastrophe naturelle a fait 4 morts et environ 20 000 personnes déplacées. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.